Bonjour et bienvenue dans votre émission Éco-débat. Comme chaque semaine, nous mettons le focus sur un secteur économique en Afrique et aujourd'hui, il est question d'urbanisation et de mobilité dans les villes africaines. Qu'est-ce qui retarde encore la fin de l'urbanisation galopante sur le continent? Les solutions de mobilité répondent-elles vraiment aux préoccupations des populations? Quelles nouvelles tendances en termes d'urbanisation et de mobilité? Nous parlons de tout cela au cours de cette émission avec nos invités. Il s'agit de Zineb Ben Abderrazak, membre, architecte et membre fondateur du collectif Adapte donc sur la reconstruction post-séisme. Elle nous parle depuis Marrakech. Bonjour à vous Zineb et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup, Omar. Très Alors, content d'être là. partagez, plaisir partagé. Depuis Casablanca, Saad Jitou, il est cofondateur et CEO de Wigo. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci Omar pour l'invitation. Et depuis Lyon, Haïté Maoussi est doctorant et chercheur en urbanisme et mobilité en Afrique. Merci d'avoir accepté notre invitation également et bienvenue. Merci beaucoup pour l'invitation. Alors, je vais commencer par Zineb. On va parler de ces deux thématiques aujourd'hui, l'urbanisation et les questions de mobilité. Et bien évidemment, on va essayer tout à l'heure de faire un petit tour du continent pour voir ce qu'il en est dans certains pays. Alors, cela dit, Zineb, si on parle d'urbanisation et mobilité en Afrique, on fait référence à quoi tout d'abord? Alors, c'est un grand sujet aujourd'hui pour tout le continent, l'urbanisation. Comme on le sait, l'Afrique, comme tu l'as dit, Omar, fait face à une urbanisation qui est galopante. Et en fait, plus on est présent et plus on est nombreux sur cette terre, plus on se déplace. C'est très simple. Et donc, tout simplement, les villes s'agrandissent, les villes prennent de plus en plus de place, elles s'étalent et donc les distances, elles aussi augmentent. Et pour ça, il faut des infrastructures qui les accompagnent. Et comme on le sait aujourd'hui sur le continent, on importe beaucoup de façons de faire, on importe beaucoup de façons, on va dire, de dessiner et même de se déplacer. Aujourd'hui, il faut savoir que la majorité des déplacements sur le continent se font à pied ou à vélo. Et donc, avec l'étalement urbain, ça rend la mobilité encore plus compliquée. Et comme on sait, la mobilité, c'est un facteur de croissance économique et il faut l'infrastructure pour la développer. De l'infrastructure pour la développer. Alors, cela dit, on parlera bien évidemment tout à l'heure des différentes solutions. Alors, du côté de Saad Jitou, quel regard portez-vous justement sur cette thématique? De mon côté, c'est très simple et je rejoins parfaitement Zineb en fait, dans ce sens. Si on prend juste la data de l'ONU, on prévoit qu'en 2050, il y aura à peu près plus de 900 millions de personnes en Afrique qui vont habiter dans les zones urbaines. Ce qui fait qu'il faudra plutôt sortir de la définition classique du transport et parler un peu plus au fait de l'accès. Parce que plus le problème est grand, plus on va devoir avoir un parcours du combattant beaucoup plus grand pour régler toute la partie informalité et fragmentation, plus tout le manque d'infrastructures. Et nous, ce mix-là, c'est très important parce que la mobilité est le moteur de l'inclusion économique en fait, en Afrique. Et donc, si vous ne pouvez pas vous déplacer de manière fiable, vous n'avez simplement pas accès à l'emploi ou à l'éducation. Donc, c'est un droit fondamental avant d'être un service technique. Et chez Wigo, c'est ce qu'on essaie en fait de régler dans un premier temps. On reviendra tout à l'heure sur les solutions que vous proposez. Mais avant cela, faisons un tour vers Lyon pour retrouver donc Haïté Maoussi. Alors, Haïté Maoussi, aujourd'hui, vous vous intéressez à cette question-là. Quelles tendances on peut observer de façon globale? D'accord. Donc, merci beaucoup pour la parole donnée. Et en fait, on est dans une tendance aujourd'hui on est dans une tendance lourde d'une urbanisation qui s'accélère et qui va continuer encore pour un certain nombre d'années. Et pour donner quelques chiffres, il y a un rapport de l'OCDE de 2025 qui estime qu'en 2050, on aura 1,4 milliard d'habitants africains qui seront urbains. Et on est dans le doublement du chiffre qu'on a aujourd'hui, qui est de 700 millions d'habitants aujourd'hui dans les villes africaines. Et donc, ce qui se passe, c'est que donc à partir des années 50, il va y avoir énormément
des zones rurales et puis qui va alimenter les populations urbaines et en fait les villes vont progressivement s'étaler alors que en fait l'aménagement ne suit pas forcément dans les endroits où les gens vont aller habiter, notamment dans les périphéries. Donc il y a une forme de dissociation entre les endroits où les gens habitent et les endroits où il y a des services et un certain nombre d'aménités urbaines. Donc voilà, il se crée alors un véritable problème. Et pour donner quelques chiffres par ailleurs sur les parts modales, donc Zineb l'a déjà dit, on est à la majorité des déplacements en Afrique se font à pied. Et pour donner quelques chiffres, si on prend la part modale globale, donc à la fois mode doux et mode motorisé, si je prends les parts de Abidjan par exemple, on est en 44% de marche et à Dakar, on est à 70% de marche. Et si on regarde la deuxième famille de modes de transport qui domine, ça va être ce qu'on appelle le transport informel ou artisanal. Alors, ça dépend, il y a tout un débat sur le sujet. Mais par exemple, si on considère Abidjan, on est à plus de 35%. Donc, car rapide, en tout cas, tous les modes. D'accord. Alors, je pense justement, vous venez de parler de l'exemple d'Abidjan. Je vous propose à vous trois et à l'ensemble de nos téléspectateurs d'aller justement faire un tour à Abidjan, en Côte d'Ivoire, pour justement parler de cette problématique de mobilité et d'urbanisation actuelle. Je vous propose d'écouter cette correspondante, notre correspondante sur place, de Zeynab Dosso. Abidjan grandit et très vite. Capitale économique de la Côte d'Ivoire, Abidjan pourrait atteindre environ 8,5 millions d'habitants d'ici 2030 selon la Banque africaine de développement. La ville s'étend et les quartiers se multiplient parfois plus vite que les infrastructures. Pour suivre cette croissance, l'État investit massivement dans les routes, les échangeurs, de nouvelles voies et des centaines de kilomètres construits ces dernières années justement pour désengorger la circulation. Mais la réponse ne se limite plus à la route. La lagune devient aussi un axe stratégique avec le projet de transport lagunaire. Abidjan compte construire environ 21 gares lagunaires pour développer un réseau de bateaux-bus et bien sûr offrir une alternative aux embouteillages. Une solution qui pourrait à la fois fluidifier les déplacements et réduire la pression sur l'environnement. Car au-delà de la mobilité, c'est bien l'équilibre écologique qui est en jeu. À mesure que la ville avance, les espaces naturels reculent. Les risques d'inondation sont visibles à cause des zones marécageuses qui sont occupées. La circulation dense contribue à la pollution de l'air et face à cela, des projets urbains tentent d'intégrer une dimension plus durable. Zeynab Dosso pour Médio 1 TV, Abidjan, Côte d'Ivoire. Alors, on vient de suivre donc cet exemple de la Côte d'Ivoire et qui certainement ressemble à pas mal d'autres à travers le continent. Nous irons tout à l'heure, par exemple, à Libreville, puis à Conakry, pour voir qu'est-ce qui s'y passe. Alors, Zeynep Ben Abderrazik, on a connu, est-ce qu'aujourd'hui, si on prend l'exemple du Maroc par rapport au reste du continent, qu'est-ce qui converge, quels partages d'expériences sont possibles, qu'est-ce qu'il faut peut-être éviter comme erreur? Eh ben, c'est très intéressant ce que l'intervention de Zeynep à l'instant depuis Abidjan. Elle a vraiment dit oui, on est là, on est en train de créer de l'infrastructure, on est en train de faire des routes pour libérer, on va dire, la congestion routière. Et en fait, il y a une loi, c'est la loi fondamentale de la congestion routière qui dit que pour 10% de la capacité routière en plus, on observe 10% de trafic supplémentaire. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que plus on fait des routes, plus les routes sont congestionnées parce que c'est quel discours qu'on amène à la population? On leur dit: «OK, nous, on investit dans les routes, donc vous investissez dans des voitures». Tout simplement. Et en fait, plus on rajoute de voitures et plus on fait des routes, et pas plus on est congestionné. Et l'exemple du Maroc le montre très bien. Aujourd'hui, une ville, par exemple,
comme Marrakech, la ville où j'habite, on a observé ces 5 dernières années une congestion impressionnante due à l'essor économique que la ville est en train de connaître. Et on comprend bien que la route a ses limites et aujourd'hui, il faut des modèles qui sont alternatifs. Et au Maroc, je souhaite et j'espère qu'on sera les pionniers de cette mobilité douce parce qu'en réalité, elle est tout sauf pionnière. La mobilité douce, c'est quelque chose qui a toujours existé et on a des villes au Maroc aujourd'hui comme Taroudant, Ouled Brhil, ce genre de toutes petites villes qui sont très connues pour l'usage du vélo. Et je ne dis pas, voilà, je ne veux pas être la personne qui est très pro vélo et qu'on dit oui, il faut que le vélo. Non, c'est pas ça le sujet. C'est qu'en fait, pour chaque type de déplacement, il faut un type de déplacement qui est adapté. J'ai récemment fait une étude voilà, très succincte sur l'usage du vélo à Marrakech. Et en fait, on remarque que les distances effectuées par les personnes dans la ville de Marrakech sont très petites. C'est moins de 10 kilomètres par jour. Et quand on se rend compte de ça, eh ben, on se dit c'est des distances qui sont faisables en vélo. Et tout ça pour vous dire que la mobilité douce a complètement sa place sur le continent et encore plus quand on a un problème d'infrastructure et un problème, on va dire, d'investissement économique. Et c'est des sujets qu'on a d'ailleurs pas mal développé pendant la résidence Je m'engage pour l'Afrique, où Haïti était résident, et c'est quelque chose dont on pourra parler après. On va suivre ça de près, bien évidemment. Alors, Saad Jito, vous proposez des solutions. Quels sont ces types de solutions et surtout euh, l'impact qu'elles peuvent avoir pour contribuer à résoudre les problématiques liées à la mobilité dans ce contexte d'urbanisation? Merci Omar pour la question. Déjà, je tiens à rejoindre en fait, Zineb sur ce qu'elle avait dit concernant la mobilité douce. C'est très, très, très important. Nous, avant même de démarrer Wigo, on était plutôt consacrés sur le vélo et je pense que quand le moment venu avec Zineb, on va en parler. Mais pour nous, actuellement, en fait, chez Wigo, on essaie de transformer le transport en Afrique en agissant plutôt comme un système d'exploitation urbain. Ça veut dire on unifie un peu le chaos sur les réseaux formels et informels et nous réglons ce problème-là de l'attente grâce au temps réel qu'on partage aujourd'hui avec les usagers afin de suivre en fait le prochain bus, le prochain métro, le prochain taxi, le tout sur une seule application. En éliminant un peu les frictions liées à la monnaie et au cash à travers en fait un wallet digital qu'on a mis accessible à tous les usagers. Comme ça, ils pourront payer tous leurs titres de transport depuis leur téléphone sans avoir fait du cash sur eux. Et enfin, au-delà de l'application, nous utilisons plutôt la data, ce qui est très important. De la mobilité qu'on récupère de ces usagers pour aider les villes à mieux optimiser les flottes et l'infrastructure et pour montrer où ils devront investir davantage pour accompagner cette urbanisation grandissante tout en transformant finalement la mobilité fragmentée en un service fluide, productif et connecté. C'est des projets importants à suivre. Justement, Haïti aussi, aujourd'hui, sur la base de vos observations, quels autres grands projets et initiatives observe-t-on à travers le continent? D'accord. Alors, moi, j'ai parlé de trois grandes tendances, hein. Mhm. Donc, on a en fait un retour en puissance de l'État depuis au moins 2 décennies, voire plus, si ce n'est plus, dans un certain nombre de pays où on va mettre en place, par exemple, les projets de BRT, de métro ou de TER. Enfin, c'est le cas notamment de Dakar où un TER et puis un BRT sont mis en service depuis un certain nombre de temps, mais d'autres pays par ailleurs qui ont précédé et puis d'autres pays dans lesquels il y a cette proposition-là qui est en train d'être mise en place, notamment Abidjan où ils sont en train de construire des lignes de BRT et de métro. Alors, ces projets-là sont financés à la fois par des bailleurs internationaux, par l'État. Donc, des partenariats publics-privés. Et donc, ça, c'est la première grande tendance qui s'observe. Et je reviendrai sur quels sont les impacts. Et puis, on a un deuxième mouvement qui est une tendance à enfin, l'électrification de la mobilité, donc avec les motos électriques, les véhicules électriques ou même
les bus électriques qui sont en train d'être mis en place un peu partout sur le continent. Et puis, il y a un troisième mouvement qui, on va dire un peu, qui est porté par le numérique et donc vont faire partie, par exemple, le projet Ouigo ou des plateformes de covoiturage comme Air Mobility qui est développé par un Béninois. Et puis, il y a toute une vague d'expansion et de développement des services de VTC, donc ce que j'appelle de e-healing, dans un certain nombre de pays, portés par des grandes entreprises comme Yango, ou comme Uber, ou comme Eats, ou comme encore Gozen qui opère au Togo. Donc, ce sont les trois grandes tendances qu'on observe en termes de transformation de cette mobilité et de l'offre. Et ce qui se passe, c'est qu'en fait, il y a une certaine tendance à marginaliser deux éléments qui sont fondamentaux dans la mobilité dans ces villes-là. C'est à la fois la mobilité douce, donc la marche et le vélo, et les transports, informels. Et là-dessus, il y a un vrai travail à faire pour intégrer ces différents modes-là, sachant que, en fait, puisque la population évolue euh, et que les prix proposés, notamment sur les métros, sur les BRT, ne sont pas forcément donnés pour toutes les couches de la société, il y a un vrai travail à faire parce que ces modes-là ne pourront pas absorber l'ensemble de la demande, en tout cas la grande partie de la demande qui est complètement diffuse dans ces villes-là. En tout cas, je pense que vous avez quand même cartographié ces trois grandes tendances, en tout cas qui se dégagent en termes de mobilité sur le continent. Je vous propose à présent d'aller au Gabon, à Libreville, pour voir là-bas comment on essaie de gérer ces projets de transport, de mobilité, mais aussi dans un contexte d'essor de l'urbanisation et de hausse de démographie. Donc, on y va à Libreville et retrouver notre correspondante sur place. La capitale gabonaise change de visage, ainsi que plusieurs autres grandes villes importantes du pays. Lentement mais sûrement, Libreville s'engage dans une mue urbaine profonde qui traduit les ambitions de modernisation de l'État et les attentes des populations. Entre programmes de logements sociaux et réaménagement urbain, Libreville tente de répondre à un défi ancien qui est d'offrir un cadre de vie digne à une population en croissance constante. À Libreville et Port-Gentil, deux principales villes où le taux d'urbanisation a bondi de 80 à 90%. Cette croissance effrénée entraîne des défis majeurs tels que les infrastructures, l'approvisionnement en eau et l'assainissement qui sont souvent inadaptés aux besoins de croissance de la population. Sans oublier la pression démographique qui est un fardeau supplémentaire pour le gouvernement. Face à cette réalité, les conséquences environnementales de cette urbanisation sont de plus en plus préoccupantes. La déforestation, la pollution et la dégradation des écosystèmes s'amplifient chaque jour. Les autorités sont donc amenées à rechercher un équilibre délicat entre développement urbain et préservation de l'environnement. Malgré une urbanisation rapide, le Gabon conserve de vastes espaces naturels, essentiels à un développement urbain durable, mais également promouvoir des projets qui intègrent espaces verts et infrastructures écologiques qui permettra d'améliorer la qualité de vie tout en respectant l'environnement. L'exploration d'initiatives innovantes mérite d'être vue de près, comme la création des parcs urbains et l'agriculture urbaine. Ces projets améliorent l'esthétique de la ville tout en renforçant leur résilience face au changement climatique. Il est donc important pour le gouvernement gabonais de maintenir un dialogue franc entre les entreprises et la société civile afin de construire un avenir urbain inclusif et respectueux de l'environnement. Ici à Libreville, pour le compte de Medi 1 TV, Daniela Eyum. Alors justement, cette question de prise en charge de la question environnementale, en tout cas, se pose de plus en plus dans les schémas d'urbanisation et de mobilité en Afrique, justement dans un contexte où on parle de ces villes intermédiaires. Zineb Ben Abdelrazir, vous connaissez bien sur cette question de villes intermédiaires, de respect de l'environnement. Parlez-nous-en justement. Avec plaisir. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que 6 à 7 fois la pollution de l'air qu'on a à Marrakech, elle est à 6 à 7 fois plus importante que les seuils recommandés par l'OMS. Ça, c'est à Marrakech. À l'échelle du continent, c'est 93% des villes africaines qui sont au-dessus du seuil
qui est conseillé par l'OMS par rapport à la pollution de l'air. Donc je vous laisse imaginer que la question de la mobilité n'est pas uniquement une question de cadre de vie et de croissance économique, c'est une question environnementale qui est majeure. Et donc au-delà de voilà, la mobilité douce, mieux se déplacer, c'est vraiment une question de santé nationale et continentale à prendre en compte. Et je suis très contente de partager ce plateau avec Haïté et Saïd parce qu'on a vraiment besoin de personnes comme eux. Alors, je les connais personnellement et j'aimerais vraiment que Saïd, je me permets, que son initiative soit vraiment mise en valeur parce qu'on a vraiment besoin d'initiatives comme ça. Et Haïté, de personnes qui prennent le temps de chercher et de s'engager pour la mobilité de leur continent. Alors, justement, par rapport à ces initiatives, quel est aujourd'hui l'impact réel qu'on peut ressentir à travers ces solutions-là? Déjà, je tiens à remercier Zineb pour le message qu'elle vient de transmettre et je la rejoins parfaitement. Il faut bien évidemment en fait multiplier les initiatives. Chez nous, chez Wigo, dès le premier jour, moi je suis quelqu'un en fait qui supporte pleinement l'essor des transports publics et je pense que c'est la seule manière pour accompagner cette densification des villes urbaines en Afrique. Et pour nous, par exemple, si on prend une petite ville comme Knetra, là où Wigo est déployé, parce qu'aujourd'hui on est déployé sur plus de 6 villes, mais si on fait un zoom-in avec Knetra, on a à peu près 80 000 personnes qui utilisent les transports publics et aujourd'hui, on a plus de 50% qui utilisent Wigo tous les jours. Ça veut dire plus de 40 000 personnes qui utilisent Wigo tous les jours pour pouvoir déjà, de un, localiser le prochain bus, savoir où il est et planifier leur déplacement avant même de sortir de chez eux. Et ces 40 000 personnes aussi utilisent Wigo tous les jours pour payer soit leur titre de transport, leur ticket unitaire, pour acheter le ticket de bus, mais aussi pour payer leurs abonnements, c'est-à-dire les abonnements mensuels, surtout pour les étudiants qui utilisent les moyens de transport public pour se déplacer, et aussi pour les fonctionnaires qui utilisent les transports publics pour partir au travail. Donc, je pense que c'est très important et nous, ce cas de Knetra, c'est un cas qu'on a aussi vu sur les autres villes où nous sommes déployés. D'où la nécessité au fait de multiplier ces initiatives un peu partout, pas uniquement au Maroc, mais aussi au-delà du Maroc, à travers les métropoles africaines. En tout cas, c'est des évolutions donc et solutions à suivre. Tout à l'heure, Mayussi nous parlait de l'impact de ces grands projets. Alors, quels sont ces impacts-là à ce niveau? Alors, vous parlez d'impact, moi, je vais l'aborder de deux points de vue. Donc, en fait, il y a un report modal effectif qui est fait de gens qui vont migrer d'autres modes de transport vers ces grandes infrastructures de BRT, de TER, de métro, etc. Donc là-dessus, il y a un vrai changement qui se fait, qui s'effectue et il y a pas de plus en plus d'études qui commencent à le démontrer. En revanche, ce qui se passe, c'est que puisque la demande grandit toujours et qu'elle est insatisfaite dans sa globalité, en tout cas pour une grande partie, il y a toujours une part importante qui continue de ces populations qui continuent à se déplacer en empruntant les transports artisanaux ou encore informels. Donc, on est dans un double mouvement où il y a à la fois du report modal et puis il y a des gens qui ne peuvent pas emprunter ces modes de transport parce que effectivement, ils n'ont pas les moyens ou parce que ce n'est pas la ligne qu'ils vont emprunter, etc. Et donc, ce qui se passe, c'est qu'en fait, ces modes informels-là, sur lesquels on va regarder, par exemple, des véhicules qui ont 20 ans, 30 ans d'âge, qui vont énormément polluer, vont continuer à polluer, en fait. Et du coup, il y a un vrai enjeu derrière cette transformation-là. C'est-à-dire qu'il faut à un moment s'intéresser aussi, quand on veut décarboner, aussi s'intéresser à cette part de la flotte. Un deuxième élément, peut-être que moi j'observe à partir de mes propres travaux de thèse qui concernent les plateformes de VTC, c'est qu'en fait, il y a un vrai renouvellement de la flotte de l'industrie du VTC. Donc, il va y avoir beaucoup de véhicules neufs. Donc, si je prends le cas, par exemple, d'Abidjan,
beaucoup de véhicules qui sont mis en service sur les applications comme Yango ou comme Uber sont généralement des véhicules neufs. Et tout ça est aussi facilité par des lois sur l'âge de mise en service des véhicules. Et donc là-dessus, il y a peut-être un gain direct, en tout cas à l'échelle de la ville, donc, et aussi beaucoup de véhicules électriques aussi, j'ai oublié d'en parler. Et donc, il y a un vrai gain en termes de diminution de la pollution, mais si on prend à une échelle plus large de production même des batteries électriques, etc., il y a d'autres enjeux qui sont posés parce qu'il faut bien se poser la question de où on va chercher les minerais pour faire les batteries. Il y a toute la question du cycle de vie, donc la question de la fin de vie de ces batteries. Donc, en fait, il y a une vraie question à réfléchir sur est-ce que vraiment l'électromobilité participe effectivement à résoudre ces enjeux environnementaux-là. Voilà, donc je pense que je vais peut-être m'arrêter à ces deux cas qui, en tout cas, de mon point de vue, sont assez... qui explicite en tout cas ces enjeux sur les questions de transport et de mobilité. Alors, Zineb, cela dit, aujourd'hui, qu'est-ce qui explique cet échec des villes africaines à avoir ce raffinement peut-être qu'on peut retrouver ailleurs? Est-ce que c'est des questions de retard ou bien dans la conception, ou bien c'est l'urbanisation galopante, ou c'est la démographie qui n'est plus contrôlable? Quelles sont les réelles causes en fait? Merci beaucoup, Omar, pour cette question, parce que je pense que c'est la base de tout. Alors, en fait, c'est une question économique. Pour moi, le continent n'est ni en retard ni en avance, il a son propre rythme. Ça veut dire que nous, quand on fait de l'infrastructure, par exemple, je vais donner le cas de Casablanca, le Maroc a investi 15-16 milliards de dirhams pour 73 kilomètres de tramway à Casablanca. Il faut savoir qu'à Casa, il y a aussi le bus. Et donc, il faut savoir que c'est uniquement 10% des Casablancais qui utilisent les transports en commun. C'est-à-dire qu'on a investi tout cet argent avec un budget communal qui a 5 milliards de dirhams aujourd'hui à Casablanca. Donc, c'est un tiers du budget du tramway pour une utilisation de 10%. Donc, en fait, c'est une question de coordination. On a besoin de personnes comme SAID qui font la coordination, car la cause première de la mauvaise utilisation ou on va dire la petite utilisation des transports en commun à Casablanca, c'est la fiabilité. Et c'est ce sur quoi SAID travaille, par exemple. Maintenant, le continent, il s'endette pour faire de l'infrastructure. Et quand on ramène le TGV qu'on a au Maroc, par exemple, est-ce que le TGV, est-ce qu'on le produit au Maroc? Je ne pense pas. Est-ce que la connaissance est marocaine? Je ne pense pas. Donc, quand on investit cette infrastructure, c'est une infrastructure qu'on importe. Et en fait, il serait temps de faire de l'infrastructure localement avec nos ressources locales et avec nos pratiques locales. En tout cas, c'est un point de vue, certainement dans le cadre du transfert de technologie. Certains ne manquent pas de dire qu'il y a donc du savoir-faire qui est transféré. Alors, vous êtes à Marrakech et quelques jours auparavant, s'est tenue donc à Marrakech la 4e édition du GITEX Africa. Sur place, on a eu pas mal de solutions qui ont été proposées dans beaucoup de domaines. Donc, l'innovation se met au service de la technologie. Je vous propose de voir dans ce sujet, ou plutôt dans cette correspondance faite à l'époque par notre collègue Pape Cheikh Diouf, les tendances et ces modèles, donc, par exemple, de motos qui servent à la mobilité. Allons directement à Marrakech retrouver Pape Cheikh Diouf. Nous sommes au cœur du GITEX Africa, dans cet espace dédié à la mobilité durable. Et je vais vous montrer un scooter électrique. Il est garé juste ici par la start-up marocaine GoSwap, spécialisée dans l'échange de batteries électriques. Tout d'abord, je vais allumer la moto. Bonjour Iman. Bonjour. Alors, comment comptez-vous verdir le transport au Maroc avec ce scooter électrique ? Alors, vous savez, notre société GoSwap a apporté la solution aux deux problématiques majeures liées à la mobilité électrique. Le premier étant le temps de charge et le deuxième lié à l'autonomie. Donc nous avons déployé des armoires partout qui permettent aux utilisateurs d'échanger leur batterie en quelques secondes.
d'échanger leur batterie en quelques secondes, il faut débourser combien? Vous savez, le client, selon son utilisation, il peut opter pour des forfaits, selon ce qu'il consomme réellement. Et tout ceci fonctionne aussi grâce à une application. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu plus? Bien entendu, c'est une application qui permet une liaison directe avec la moto. Non seulement elle peut montrer les points où l'utilisateur peut échanger sa batterie, mais également avoir tout un tas d'informations sur la moto elle-même, sa géolocalisation. Il peut la verrouiller en cas de vol, plein d'informations dans ce sens. Pour dire que le GITEX, c'est aussi ça, des innovations sur les routes de la durabilité au Maroc. Alors, c'est un exemple donc d'innovation sur les routes de la durabilité, hein, comme le disait à l'instant Pape Cheikh Diouf, qu'on remercie au passage. Alors, Saad Jitou, vous êtes dans ce domaine de l'innovation, vous voyez ce modèle-là. Globalement, aujourd'hui, comment faire en sorte que les modèles d'innovation puissent converger? Parce qu'on a pas mal d'initiatives par-ci et là, mais comment faire en sorte que tout ceci puisse être, comment je vais le dire, rassemblé et converger pour des solutions utilisables? Moi, je pense déjà qu'il faut multiplier les initiatives. Par exemple, comme GoSwap, moi, je suis un fervent utilisateur. Je l'utilise à Casablanca. Quand je n'utilise pas les transports en commun ou la voiture, j'utilise une moto électrique de chez GoSwap. Et maintenant, tu peux aller swapper au fait rapidement les batteries un peu partout dans les stations d'essence, là où ils permettent de le faire. Et ça, par exemple, c'est une initiative excellente et ça a démarré avec une discussion pour les intégrer chez nous aussi, comme ça, sur les utilisateurs de Casablanca, ils pourront aussi bénéficier au fait d'une initiative supplémentaire qui est les scooters électriques. Et donc, ça vient déjà dans ça, mais pour multiplier les initiatives, il faut aussi, et je parle dans les startups, il faudra aussi donner accès au financement à ces jeunes entrepreneurs pour qu'ils puissent aussi innover et sortir en fait des entreprises qui existent déjà ou des modèles qui existent déjà pour essayer de tenter de résoudre la problématique d'une autre manière, avec un regard beaucoup plus frais aux problématiques récentes des villes naissantes. Et c'est quelque chose aussi qu'on expérimente, vu que le Maroc aujourd'hui a signé une convention pour le Maroc Digital 2030. Je pense qu'il y aura de plus en plus de startups qui vont émerger de cela. Et j'espère, et ça c'est un souhait parce que je sais qu'actuellement la hype est aux alentours de l'IA et non pas du transport. Le transport n'est pas assez flatteur pour essayer d'innover dedans parce que c'est quelque chose de lourd, c'est quelque chose que les gens ne s'intéressent plus, mais je sais très bien que c'est quelque chose qui reste toujours d'actualité. Et j'espère que beaucoup de startups vont essayer d'innover dans ce sens-là pour nous donner des solutions comme ce qu'on a vu tout à l'heure dans le reportage avec GoSwap. En tout cas, on espère que tout ceci va être mieux utilisé afin d'avoir plus d'impact. Alors, cela dit, pour ce qui est de notre ami Haïté Maoussi, aujourd'hui, si on pouvait parler de nouvelles villes qui émergent et de nouveaux projets qui émergent. Vous nous avez un peu décrit tout à l'heure les différentes tendances en termes de mobilité. Sur le côté urbanistique pur et dur, quelles sont les nouvelles tendances? Alors, en fait, il y a beaucoup de villes qui en fait sont saturées, et je vais donner par exemple l'exemple de Dakar, qui est une presqu'île hein, qui est vraiment saturée. Et donc, par exemple, à Dakar, ils ont essayé de créer une ville nouvelle qui s'appelle Diamniadio. Et en fait, l'idée, à la fois, c'est un pôle donc complètement à l'extérieur de Dakar, donc plus désengorgé Dakar, mais il y a un système de transport qui est développé, donc notamment le TER, et qui à terme a pour but de desservir Diamniadio et puis après l'aéroport AIBD. Alors, dans ce cas-là, on est dans un cas d'espèce de création ex nihilo d'une ville nouvelle, mais on pourra citer d'autres cas comme Salé au Maroc, où on est plutôt dans la requalification. Et pareil, on lie tout ça aussi à des projets de transport. Voilà, donc il y a
aujourd'hui un mouvement de création de villes nouvelles avec des connexions en transport. Mais voilà, il y a un réel enjeu d'appropriation de ces espaces-là, parce que habiter loin veut dire dépendre du transport, donc être captif. Et si les transports coûtent cher, ça peut revenir finalement beaucoup, beaucoup cher d'aller habiter dans ce type d'endroit-là. Donc il y a un vrai enjeu à peut-être à aussi donner vie à ce type d'espace pour qu'il tourne aussi euh, autour d'eux-mêmes, même s'il y a des enjeux de connexion avec d'autres types d'espaces, notamment les espaces centraux et les villes anciennes qui sont déjà là, qui sont suffisamment structurées. Mhm. En tout cas, c'est à suivre. Alors, Zineb, vous, de votre côté, que voyez-vous comme nécessité en termes d'urbanisation aujourd'hui, avec tous les enjeux environnementaux, le changement climatique dont on parle, que voyez-vous aujourd'hui comme urgence pour les villes africaines? Alors, il faut planifier de manière possible, c'est-à-dire, il faut planifier quelque chose qu'on peut réaliser. Il ne faut pas faire de fausses promesses, il faut prioriser. Voilà, c'est aussi simple que ça et c'est une question de priorisation. Aujourd'hui, pour se déplacer, on a besoin de se déplacer avec des moyens de transport qui sont à la portée de tous. Par exemple, un trajet que je peux faire moi à Marrakech en 30 minutes en voiture, je connais quelqu'un, ça lui prend 1 heure et demie pour le faire en bus. Il faut que la ville soit digne pour tous, avec qu'on ait, beaucoup d'argent dans son compte en banque ou très peu et c'est ça la priorité pour les villes africaines, des villes inclusives et des villes justes. Saad Jitou, vous voyez, vous avez entendu pas mal d'exemples sur le continent. Sur la base de ces observations, selon vous, quel type de solution d'innovation s'impose aujourd'hui pour ces exemples que nous venons de suivre? Je pense que si cela confirme quelque chose, ça confirme que effectivement, même si on a plusieurs villes en Afrique et ça semble que chaque ville a ses propres problèmes, les problèmes restent d'une manière ou d'une autre unis sur les mêmes thématiques. Ce qui fait que ce qui peut marcher à Conakry peut éventuellement marcher à Libreville, mais aussi peut marcher à Casablanca. C'est juste qu'il faudra des petites adaptations selon le contexte et selon la culture de chaque population. Mais cela aussi dit que toutes les villes en Afrique ont conscience déjà du problème, c'est-à-dire que de plus en plus de personnes sont en train de vivre dans les villes et quittent les campagnes pour l'urbain. Et ce qui fait que effectivement, dorénavant, jusqu'à 2030 ou 2050, il faudra multiplier encore beaucoup plus les initiatives et soutenir les initiatives qui sont en cours parce que c'est très important si on veut avoir en fait des solutions qui pourront accompagner les problèmes existants. Certes, les États de chaque pays sont en train de se battre de leur côté avec les moyens du bord qu'ils ont pour régler les problèmes, mais je pense aussi que le secteur privé peut apporter toute cette partie d'innovation que l'État ne peut pas fournir par elle-même et c'est quelque chose que toutes les parties doivent être conscientes de fournir et c'est quelque chose qu'on va devoir faire ensemble pour régler cette problématique-là. En tout cas, c'est quelque chose qu'on devra régler. Alors, Aïté Maoussi, sentez-vous qu'au niveau, par exemple, continental, au-delà des politiques publiques au niveau de chaque pays, est-ce qu'il y a, comment je vais le dire, une politique africaine collective, peut-être pilotée par l'Union africaine, qui aujourd'hui met le doigt sur cette question d'urbanisation et de mobilité? Oui, en fait, à l'échelle africaine, il y a beaucoup de préoccupations. Enfin, en tout cas, les institutions se préoccupent de cette question. La BAD, notamment, produit régulièrement des rapports. Donc, la Banque africaine de développement produit des rapports sur la question de l'urbanisation et porte un certain nombre de sujets, notamment de transport, d'informalité, d'espace public, de logement, etc. Donc, il y a un vrai enjeu à l'échelle africaine de porter ces sujets-là. Euh, Peut-être la question, c'est l'angle par laquelle on tient la chose. Et quand je parle de ça, moi, j'ai revenu peut-être à des choses finalement très basiques et très essentielles et que finalement, on perd peut-être de vue en voulant faire des choses très compliquées et très coûteuses. On l'avait dit, en fait, la marche occupe la part modale la plus importante et puis après vient
les modes artisanaux ou informels. Le problème, c'est qu'en fait, quand on aménage et qu'on fait les infrastructures, on n'aménage pas pour le piéton ou pour le cycliste, par exemple. Donc, il y a un vrai enjeu à réintégrer cette part modale-là dans les politiques publiques, parce que si 40% de gens à Abidjan marchent au quotidien pour se rendre dans leur lieu d'occupation, ça veut dire qu'il y a quelque chose à faire. Donc ça, c'est un premier des enjeux sur lesquels il faut construire une politique vraiment pour que la marche ne soit plus pénible, mais un peu plus apaisée. Un deuxième élément, c'est qu'en fait, on fait comme si un jour ou juste demain, les taxis motos, les bus, etc. vont disparaître. Et donc, ce qui se passe, c'est qu'en fait, il y a des enjeux de sécurité, par exemple, des femmes dans ces modes de transport, ou de sécurité même des enfants ou des personnes âgées ou des personnes en situation de handicap qui ne sont pas portées à l'échelle des modes de transport informels. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a tout un travail à faire à la fois pour visibiliser ces sujets-là, donc de sécurité des femmes, de violence à leur endroit, de sécurité des enfants, des personnes âgées, parce que voilà, aujourd'hui, on dit que l'Afrique, c'est un continent jeune, mais ça va très vite vieillir. Dans les 30 prochaines années, dans les 50 prochaines années, ça va vite vieillir. Donc, il y a un vrai enjeu aussi à commencer à réfléchir à ces enjeux-là. Mhm. Voilà, donc pour moi, il y a vraiment un enjeu à se préoccuper de comment ces modes qui occupent une place importante aujourd'hui, on les améliore. Donc, pas juste en imaginant qu'en faisant du BRT ou du TER, ou etc., on va entraîner un report modal important sur ces nouveaux modes de transport. Puis il y a peut-être un troisième élément Mhm. qui a émergé, moi, dans le cadre de mes travaux, c'est qu'en fait, finalement, ce qu'on appelle le taxi individuel est complètement invisibilisé à la fois dans la recherche, dans les politiques publiques et dans sur un certain nombre de plans. Et en fait, la réalité, c'est que aujourd'hui, on en parle très peu, les mobilités, quand une personne fait une crise cardiaque à la maison ou quand il faut évacuer une femme enceinte qui en travail à l'hôpital. Généralement, ce sont les taxis qui jouent ce rôle-là en l'absence de systèmes d'ambulance euh, qui existent. Et même pour la mobilité nocturne, ces modes de transport-là jouent un rôle important. Donc, je parle des taxis individuels, on va appeler taxi compteur ou taxi jaune à Dakar, par exemple. Et il y a aussi un autre enjeu à réintégrer ces modes de transport-là. Alors, il y a un éveil du fait que les VTC, ou ce que j'appelle le e-hailing, émergent dans tous ces pays. Donc, il y a un intérêt, mais il y a un vrai travail à faire pour réintégrer vraiment ces modes de transport dans la plupart des politiques publiques, dans l'aménagement, sur les préoccupations en termes de sécurité, notamment. Donc, voilà, pour moi, ça ne paraît pas, enfin, c'est peut-être pas très naturel, mais ce sont des choses très simples sur lesquelles il y a des leviers d'action et sur lesquels, voilà, des projets, des initiatives pourraient apporter des changements très, très importants. Mhm. En tout cas, c'est à suivre. Alors, ça va être peut-être le mot de la fin pour tout le monde, hein. Je fais rapidement un petit tour. Je commence par Zineb. Quelle perspective voyez-vous par rapport aux évolutions de l'urbanisation en Afrique? J'ai envie d'être très optimiste et j'espère une urbanisation qui suit les pratiques et qui suit les parts modales les plus importantes. Mhm. Mais, donc, on est plutôt optimiste. Pensez-vous que les politiques publiques prendront en compte tout ceci? Alors ça, c'est un autre sujet Mhm. et je pense que les pays ont compris l'importance que la mobilité prend. On voit aujourd'hui tout le budget qui est alloué aux infrastructures liées à la mobilité. Mhm. On voit l'essor du TER, des bus, de tout type de mobilité autour du continent. Mhm. Et j'espère vraiment que tout ce qui est taxi-moto, tout ce qui est transport informel aura sa place. On n'a pas beaucoup parlé d'informel aujourd'hui, alors que c'est une des parts modales les plus, enfin, dans le transport en commun, pas d'un point de vue général, mais Mhm. c'est une des parts les plus importantes du transport en commun, c'est le transport informel. Et je pense qu'il a toute sa place et il est temps de le formaliser. Mhm. Restons optimistes pour le Mhm. futur de la mobilité sur le continent. De l'optimisme donc par rapport à ces urbanisations et par rapport à l'innovation, ça de Jitu?
Comme j'ai dit tout à l'heure, je reste aussi très optimiste par rapport à cela. Je parle d'un point de vue déjà Maroc, puisque le Maroc s'inscrit dans un plan digital 2030, ce qui fait que l'investissement dans l'innovation sera là au moins d'ici 2030, ce qui est déjà très bien. Et je pense que si jamais on réussit au Maroc, on pourra par la suite exporter ce qu'on a pu innover un peu partout en Afrique, puisque comme j'ai dit tout à l'heure, certes, les problématiques peuvent sembler différentes, mais ce sont les mêmes. C'est juste avec quelques petites adaptations qu'on pourra réussir à faire cela. En tout cas, on l'espère bien. Le mot de la fin pour Haïté, moi aussi, hein, la même question par rapport aux perspectives. Alors, les perspectives, en tout cas, si on laisse les choses se faire telles qu'elles se font aujourd'hui et qu'on investit peu, voilà, on va peut-être vers la catastrophe parce qu'en fait, s'il y a de plus en plus de gens qui habitent et qu'en fait, on ne construit pas très rapidement des modes de transport, qu'on ne régule pas l'urbanisation, alors là-dessus, il y a tout un débat, hein, c'est-à-dire qu'il y a cette idée qu'il faut forcément précéder l'urbanisation, mais je pense qu'il faut composer aussi avec une réalité qui est africaine et voir comment en fait on jugule tout ça. Donc il y a un travail de décolonialisation de la manière d'urbaniser, de la manière même dont on conçoit l'urbanisation à faire. Donc moi, si on reste réaliste, s'il n'y a pas beaucoup d'actions, il y a peut-être des choses qui vont mal se passer. Mais heureusement, il y a un éveil, il y a le retour de l'État, il y a le retour des bailleurs de fonds. Mais voilà, pour moi, il faut se recentrer sur des choses qui, voilà, le transport informel, il faut se préoccuper de la sécurité des gens, des femmes, des enfants, des personnes en situation de handicap dans ces modes de transport-là. Il faut voilà, il y a tout un travail à faire là-dessus. Il faut se préoccuper de la marche qui occupe quand même une part très importante dans les mobilités quotidiennes. Et voilà, je pense que si on fait un vrai effort sur ces points-là et qu'on continue à investir notamment sur les axes radiales aujourd'hui, en tout cas les axes pour lesquels il va y avoir beaucoup de demandes, on investit dessus pour mettre en place des modes de transport capacitaires. Il y a moyen de Merci juguler beaucoup. les Aha. problématiques. En tout cas, il y a beaucoup à dire, hein. Merci à vous trois. Merci à vous, Haïté, moi aussi. Donc, vous nous parliez depuis Lyon. Merci également à Saad Jitou qui nous parlait depuis Casablanca et à Zeynep Ben Abderrazik donc, qui nous parlait depuis Marrakech. Merci à vous aussi de nous avoir suivis. Je rappelle que vous pouvez retrouver cette émission sur notre site www.medi1tv.com. Bonne suite de programme sur Medi 1 et au plaisir de vous retrouver la semaine prochaine, Inch'Allah.